La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez, vous montrer que oui, la France bouge dans ses territoires, ses entreprises, ses associations, qu'il y a des hommes et des femmes qui innovent, agissent pour construire la France d'aujourd'hui et de demain. C'est la journée mondiale du braille et vous allez voir qu'en France, justement, on se creuse les méninges pour imaginer des solutions pour aider les non-voyants. Elle est une des références en matière d'agenda en France et même au-delà. Depuis 1954, Quo Vadis est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis vous avez pris la bonne résolution cette semaine, reprendre votre alimentation en main en ce début janvier. La solution s'appelle Foodvisor avec une appli et un coach pour vous aider. C'est ça, la France qui bouge et c'est sur Europe 1. Europe 1. 39 21, venez, on vous attend, venez nous rejoindre si vous êtes par exemple non-voyant, parce qu'aujourd'hui, et oui, c'est la journée mondiale du braille, Anissa. Et vous pouvez poser toutes vos questions aux invités de Raphaël Duchemin. On va parler innovation pour les personnes mal ou non-voyantes. N'hésitez pas à réagir. 39 21 et puis Twitter avec le hashtag Europe 1 pour proposer vous aussi peut-être vos solutions au quotidien. Oui, vous nous connaissez ici à la France qui bouge, on a toujours envie d'aller voir quelles sont les innovations dans certains secteurs. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec le secteur du braille. Vous allez voir qu'en France, on a pas mal d'idées. Nos invités vont vous le montrer. Pour les accueillir à mes côtés, comme chaque jour, Elisabeth Assayag-Ella. Bonjour Elisabeth. Bonjour Raphaël et bonjour à tous. Et puis notre coach également, Thomas Uriez. Bonjour. Bonjour et bonne année à tous. Bonne année Thomas, le fondateur des Jeans 1083. Aujourd'hui, on a presque tous, j'ai envie de dire, un ordinateur, un smartphone, une tablette que nous utilisons finalement au quotidien. Mais avez-vous pensé qu'il y a dans le monde des malvoyants ou des non-voyants qui ne peuvent pas en faire exactement le même usage, en tout cas de ces tablettes, celles que nous avons, nous. C'est en partant de ce constat qu'Inside Vision est né. Bonjour Damien Mauduit. Bonjour et tous mes vœux à vos auditeurs. Et tous nos vœux également à votre équipe d'Inside Vision. Vous avez cofondé cette société il y a 4 ans maintenant pour pouvoir élaborer une tablette qui puisse justement servir aux personnes qui voient et aux aveugles. C'était ça l'idée de départ. C'était vraiment ça, c'est-à-dire de rendre la vue aux voyants, c'est-à-dire de faire une tablette pour aveugles qui permettait aux voyants de comprendre ce que pouvait faire une personne aveugle sur un outil informatique. Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial, votre tablette? Je suppose qu'elle est avec vous. Oui, voilà, si vous nous suivez sur europe1.fr, vous pouvez le voir. Il y a sur l'écran, je dis bien sur l'écran, comme des petites surimpressions, du relief. Et donc, c'est l'inverse. En fait, c'est bien un problème d'optique. En fait, c'est du creuset. Notre innovation a été de creuser le verre pour que les personnes aveugles aient des repères quand même physiques. On est sur une dalle tactile, donc qui par défaut est plane. Et pour une personne aveugle, pour pouvoir trouver son clavier d'écriture ou des différents objets, il a besoin de repères physiques. Et c'est pour ça qu'on a creusé le verre pour qu'ils puissent, dans un premier temps, déjà retrouver leur clavier d'écriture. Qui est donc un clavier nous, on a normalisé. l'impression que c'est en surimpression, voilà. Et en fait, c'est le contraire. C'est creusé. C'est un verre creusé. Alors racontez-moi, comment vous est venue l'idée de cette tablette? Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de la créer? Alors on a eu envie de la créer avec mon associé Denis Lerouzot et l'ensemble des équipes. Dans un premier temps, parce que ça faisait déjà 20 ans qu'on travaillait dans le handicap visuel et qu'on créait des produits permettant aux aveugles d'avoir accès à l'école ou accès au monde du travail, mais avec toujours ce besoin d'avoir une tierce personne, c'est-à-dire d'avoir un voyant qui connaisse le braille ou qui puisse communiquer dans ce langage, qui est un langage d'écriture. Et on n'était pas satisfait de ça, donc on a créé cette start-up en se disant on va rendre complètement autonome la personne aveugle avec son outil, de ce fait en permettant aux voyants d'avoir accès à ce que faisait la personne aveugle. Donc la tablette est l'outil numérique aujourd'hui utilisé par tous, et donc ça permet à une personne voyante ou aveugle de travailler en même temps sur le même outil. Si je vous prends un exemple concret, un enfant qui était en intégration scolaire avant avait son outil braille existant, pouvait l'imprimer pour le voyant, mais il n'y avait pas d'interaction avec le professeur. Il fallait un AVS ou un professeur spécialisé. Et ce qu'on a mis en place, c'est le fait de la tablette. J'ai un écran, donc le voyant peut voir tout ce que la personne aveugle écrit. Oui. Et donc le voyant peut interagir sur la tablette parce que j'ai le clavier virtuel AZERTY normal. Il va pouvoir écrire et la personne aveugle va avoir réellement son clavier et lire ce qui se passe. Ce qui veut dire que vous pouvez mettre maintenant un enfant voyant et un enfant aveugle sur un même produit, sur un même texte par exemple, pour pouvoir interagir ensemble dessus. Justement, le clavier, c'est ce qui vous différencie de vos concurrents ?
Oui, parce que nos concurrents ont vraiment un produit complètement fermé, c'est-à-dire qu'il faut lire le braille pour pouvoir comprendre ce que la personne aveugle est en train d'écrire. Avec notre produit, ça traduit automatiquement dans le langage des voyants, et ce qu'écrit le voyant est traduit automatiquement dans le langage des aveugles. Elisabeth, Internet à la portée des malvoyants, il y a beaucoup de personnes qui se sont mises sur ce secteur. Tout à fait, notamment VoxyWeb. L'idée, c'est de rendre Internet accessible aux déficients visuels, par exemple sur une messagerie lambda qu'on a tous sur nos téléphone ou notre ordinateur, et bien VoxyWeb a recréé l'interface pour que ce soit beaucoup plus accessible sur les ordinateurs, sur les tablettes, ou encore un article de presse pas évident à lire non plus pour un malvoyant. Là, tout est vocalisé, toute touche apporte un retour vocal. Ça marche aussi bien pour le malvoyant très léger que pour l'aveugle complet. Ça fonctionne avec un boîtier qui se branche à la télévision pour naviguer sur Internet via la télécommande, et la télévision, c'est extrêmement simple. Oui, et c'est important parce qu'il y a, Elisabeth, de plus en plus de personnes qui ne voient pas dans le monde. Il y avait 36 millions de non-voyants dans le monde en 2015, et c'est un nombre qui devrait être multiplié par 3 d'ici 35 ans. Les raisons sont assez évidentes: le vieillissement de la population, l'augmentation des diabètes qui peuvent rendre des personnes malvoyantes. On note de très fortes disparités géographiques. Il y a une prévalence évidemment nettement plus élevée dans les pays à faible revenu d'Afrique subsaharienne et en Asie. Vous avez en France, la proportion de personnes malvoyantes est estimée à 0,14%, et ce sont les femmes les plus touchées parce qu'elles représentent 56% du total des personnes aveugles et 55% des déficients visuels. Notre coach Thomas Hurier. Oui, déjà bravo. C'est un super outil de médiation voyant-non-voyant. Votre tablette, on peut la retrouver sur votre site internet insidevision.fr, et cet outil internet, il n'est accessible qu'aux voyants. Mais il y a en fait des techniques que vous avez mis en œuvre dans votre site internet qui permettent aux e-commerçants de rendre leur site visuel aussi écoutable en quelque sorte par les non-voyants. Et moi qui suis e-commerçant, est-ce que vous pouvez m'expliquer et expliquer à tous ceux qui ont des sites internet comment les rendre plus digestes, plus lisibles, plus écoutables par les non-voyants? Oui, alors je ne suis pas l'expert là-dessus, mais BrailleNet est une association qui permet justement avec le livre blanc de vous expliquer comment rendre accessible un site web. Mais la première chose, quand vous mettez une image, il suffit de la documenter. C'est-à-dire que, alors on va parler un peu technique, mais si vous avez un jean par exemple, et une photo de jean, vous mettez juste un alt égal, c'est un jean. Et la personne va automatiquement, au mieux de voir image, il verra image, c'est un jean. Donc c'est de la documentation en fait de l'image, et ça permet de rendre accessible un site. Alors là, on parle de fonctions simples. Il est bien évident que pour tout ce qui est frame, liens multiples, cases à cocher, on peut aussi complètement rendre ça accessible. Je voudrais savoir combien de tablettes comme celle qui est avec nous dans le studio d'Europe 1. Vous pouvez la voir d'ailleurs si vous en avez envie, puisqu'elle est pour les non-voyants et les voyants, cette tablette, sur le site d'europe1.fr, si vous nous suivez en direct. Combien est-ce que vous en avez déjà vendu? Vous les avez mises sur le marché? Alors, on les a mis sur les marchés en 2017. On a actuellement plus de 150 pièces un peu partout dans le monde, parce qu'on met ça beaucoup dans les associations ou dans les rectorats ou les écoles ou les grosses associations. Et maintenant, on espère vraiment qu'on va développer vraiment ce marché au niveau mondial. C'est cher, une tablette comme ça? Oui, c'est un prix qui est entre 6 300 et 7 300 euros selon ce qu'on met dedans. Tout le monde ne peut pas se l'offrir donc? Tout le monde ne peut pas se l'offrir. Alors, attention, il y a heureusement dans les différents pays, on prend la France par exemple, on a des organismes qui sont là, qui financent complètement ces produits-là. Si vous êtes un élève actuellement déficient visuel, vous allez être financé à 100% via le plan Handiscol et les rectorats et la maison départementale des personnes handicapées. Si vous travaillez dans le secteur privé, vous avez l'AGFI, qui est l'organisme qui récolte les fonds quand vous ne respectez pas. Enfin, c'est l'amende que vous payez quand vous êtes une société qui ne respecte pas le taux d'embauche de personnes handicapées, va vous financer complètement le produit. Et si vous êtes dans la fonction publique, c'est le FIPHP, c'est le pendant de la GFI en fait pour la fonction publique. Et je crois que le patron de Microsoft a fait son keynote, sa présentation annuelle avec votre tablette. Ça, c'est important. C'est un gros élément de lancement finalement. C'est plus qu'un élément de lancement. Pour nous, ça a été c'est une réussite en soi. C'est-à-dire quand on a le patron du numérique au monde qui vient vous voir, qui veut voir la tablette et qui prend rendez-vous pour venir vous voir. D'abord, vous dites pas non.
vous dites oui Évidemment, automatiquement. Et il voulait vraiment comprendre comment une surface, parce que ça pourrait être le pendant d'une surface Microsoft, on pouvait la rendre accessible aux personnes aveugles. Donc il l'a pris et maintenant Microsoft la présente aussi dans tous ses shows pour dire voilà, au niveau de l'accessibilité des personnes aveugles, il y a un produit qui existe, c'est l'Inside One, et donc ils font la promotion de ce produit dans le monde. Oui. On reste ensemble, on continue à parler justement de ces innovations en cette journée mondiale du braille sur Europe 1. Il est 13h10. Europe 1. Et pour la lecture, il existe le centre de transcription en braille. Il est à Toulouse. On va le découvrir ensemble dans un instant sur Europe 1. À tout de suite. 12h30, 14h. Votre rendez-vous info de la mi-journée avec Raphaël Duchemin sur Europe 1. Conforama, le confort pour tous. À ceux qui pourraient passer leur vie dans leur lit, Nous, on offre jusqu'à moins 50% sur les matelas et les sommiers et 10% supplémentaires pour un ensemble grande taille. et à ce prix-là, on ne culpabilise pas. Conforama, jusqu'au 28 janvier, conditions en magasin et sur conforama.fr. 4,29€ la galette. Vous me prenez vraiment pour le roi des imbéciles. Et pourtant, c'est vrai. Jusqu'au 6 janvier, la galette frangipane ou aux pommes 6-8 parts est à seulement 4,29€ chez Netto. Netto, le discounter qui fait la différence. 600 grammes, soit 7,15€ le kilo, transformé en France, magasin participant sur netto.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Et aujourd'hui, le 4 janvier, c'est la journée mondiale du braille. Aujourd'hui, dans La France qui bouge, nous découvrons toutes les innovations pour les non et malvoyants. Vous pouvez bien sûr, comme chaque jour, participer à cette émission. N'hésitez pas à poser toutes vos questions aux invités de Raphaël Duchemin. C'est dès maintenant sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et au 3921. Apprendre le braille, c'est vrai que c'est compliqué, mais depuis 1989, il y a une association à Toulouse qui a décidé de favoriser justement l'accès à la culture et l'information pour les déficients visuels. C'est le Centre de transcription en braille. Bonjour Adeline Coursan. Et bonjour, meilleurs vœux. Merci d'être avec nous. Meilleurs vœux à vous également. Vous le dirigez ce centre depuis 4 ans maintenant et vous éditez donc des livres en braille. Ils sont là avec nous si vous nous suivez sur europe1.fr. Comment est-ce que vous faites? Vous avez des machines spéciales pour ça? Oui, on a des machines spéciales qui s'appellent des embosseuses. Pourquoi le mot d'embosseuse? Alors, on pourrait dire que ce sont des imprimantes. Mais puisqu'on n'utilise pas d'encre, on fait simplement des bosses en relief dans le papier et donc embosseuse. Voilà. C'est industriel. C'est industriel. Et vous êtes une association avec 9 personnes. Donc, comment est-ce que vous faites pour finalement avoir d'un côté cette industrie du braille à mettre en œuvre et cette association à côté, ça paraît un peu paradoxal? Alors, c'est une association, mais donc les employés sont des salariés, il y a également des bénévoles. Oui, c'est pas beaucoup, Voilà. 9 personnes. Non, c'est pas assez. On aimerait bien pouvoir produire plus et avoir plus de choix à proposer, surtout sur la librairie Braille. Mais voilà, oui, on a commencé par les livres, également la transcription des relevés bancaires aussi. Oui. Et également la transcription des magazines institutionnels. Oui, vous avez effectivement les livres des magazines, vous avez développé tout un tas de choses, hein, je crois, les cartes de visite, La signalétique, les dépliants pour les musées. C'est important finalement Tout à de fait. démocratiser le braille. Oui, les menus en braille également, c'est important d'avoir au moins un menu en braille dans un restaurant. Voilà, donc c'est tout ce genre de dispositif qui rend les établissements accessibles au public malvoyant et non-voyant. Vous travaillez aussi, et j'ai là petite touche de Frédéric Clément, Histoire du bout des doigts, braille intégral, premier volume. Vous travaillez avec des maisons d'édition, Flammarion par exemple? Oui, on travaille avec des maisons d'édition, mais plus généralement, on a accès à tous les fichiers d'auteurs via la Bibliothèque nationale de France. Nous bénéficions d'un agrément qui s'appelle l'exception handicap, qui nous donne accès à tous les livres en fichier numérique. Donc vous allez chercher les livres, oui, et vous les traduisez en braille? Et nous les transcrivons en braille. Tout Ça à prend fait. du temps? Combien de temps par exemple pour un livre, volume? il faut compter environ 3 semaines à un rythme très, très rapide. Ouais. Question de notre coach? Oui, j'avais une question sur le contenu. Est-ce qu'il existe des artistes qui créent directement en braille, notamment pour les illustrations? En fait, ce serait une manière d'impliquer les voyants dans le monde des non-voyants, un peu comme la tablette Inside, de permettre en fait à des voyants de découvrir des œuvres originales en braille qui seraient donc traduites sous forme d'illustration. Est-ce qu'il y a des artistes en braille qui font des illustrations en braille? Il y en a quelques-uns, je ne les connais pas tous. Il y a même aussi des artistes non-voyants qui créent des sculptures ou des œuvres peintes
en relief, hein, puisque là, on n'est pas forcément sur du braille, puisqu'on est sur des adaptations d'images, de dessins. Mais dans ce sens-là, que vous dites, non, il n'y en a pas tellement. Parce que ça aiderait, là, la tablette nous aide, nous les voyants, à comprendre le contexte des non-voyants, et ce sera un moyen de découvrir des artistes peut-être en braille qui nous permettraient de comprendre un peu le contexte des non-voyants. Oui, tout à fait. Après, quand on adapte une image en relief, en général, on simplifie beaucoup de choses. Je vous donne un exemple très simple. Voilà, quand on représente une voiture, généralement, on la représente de profil avec 2 roues simplement. Oui. Bon. Pour une personne non-voyante, ça n'a pas tellement de sens parce qu'une voiture a 4 roues. Et donc, c'est difficile de deviner que ce contour-là représente effectivement une voiture, en fait. Ça veut dire que notre représentation à nous, voyants, n'est pas la même que celle que peut se faire un non-voyant. Oui, ou alors il faut l'apprendre. Par exemple, vous voyez, on représente tous la forme d'un nuage de la même manière. Si on ne l'apprend pas à un non-voyant, on peut lui faire toucher à un objet qui a la forme d'un nuage, il ne saura pas que c'est un nuage, tout simplement. Vous travaillez depuis 1989 avec cette association. En tout cas, elle a été créée à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle véhicule comme message? C'est quoi l'idée? C'est vraiment de démocratiser cette possibilité d'accéder à la culture, de faire en sorte que... Bien sûr, démocratiser, mais surtout accélérer, je dirais, l'accessibilité partout et pour tous, hein. L'information, la culture pour tous. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a peut-être 3% de livres accessibles pour les non-voyants par rapport à ce qui sort au total, c'est quand même très très peu. Donc on aimerait pouvoir transcrire n'importe quel livre qui sort pour un non-voyant qui s'intéresse à un domaine particulier. Elisabeth, dans le domaine des livres, vous avez trouvé, je crois, une association aussi qui fabrique des livres? Oui, Les Doigts qui rêvent. C'est une association qui existe depuis 1993, 4 ans après la vôtre, madame. Elle fabrique, cette association, des albums tactiles illustrés. C'était l'une des premières aussi associations qui comblait ce manque de livres dédiés aux malvoyants. Ce sont des livres en tissu ou pourquoi pas aussi des livres en texture de serpent pour qu'on puisse les toucher chaque matière. Je crois que vous aviez une question, Thomas. Oui, ces livres sont quand même assez physiques, volumineux. Oui. Ils coûtent assez cher, autour entre 100 et 150 euros peut-être selon les modèles. Beaucoup plus. Ou voire plus. Oui. Est-ce qu'il existe des solutions pour les rendre plus accessibles? Je pense à la location. Est-ce que des bibliothèques en proposent? Ou est-ce que d'autres solutions comme l'audio pourrait permettre de diffuser plus facilement plus de livres? Oui, bien sûr. Déjà, beaucoup de médiathèques se fournissent chez nous. Donc, nos livres sont véhiculés également par système de prêt, pas uniquement à l'achat. Ensuite, oui, bien sûr, il y a les livres audio et il y a les livres numériques aussi qu'on peut lire sur la tablette Inside Vision, par exemple. Vous avez pu transcrire combien de livres depuis 1989? Vous avez une idée? On est à peu près à 1300 ouvrages transcrits. Voilà, c'est notre librairie aujourd'hui et on fait à peu près 80 nouveautés par an. Et qui choisit? Un comité de lecture en interne pour que ça corresponde à la fois à tous les âges, au plus grand nombre et puis bien sûr aux rentrées littéraires, aux prix concours, etc. Là par exemple, vous êtes sur quoi en ce moment? Alors, on a fait un carton avec le livre de Gilbert Montagnier, je ne vous le cacherai pas, puisqu'on l'a sorti en même temps que sa sortie officielle en noir et voilà, c'est un livre qui a super bien marché et qui continue à marcher. Et en ce moment, il y a quelque chose qui est en train d'être imprimé? Alors, il y a encore des livres qui ont fait partie des derniers prix qu'on est en train de transcrire. Et puis, on a ce projet donc, qui est en cours pour la transcription des livres pour enfants illustrés. Ça, c'est une grande première aussi chez nous, puisque j'ai acquis une machine, une technologie qui permet d'imprimer en relief au moyen de vernis UV 3D et qui projette des textures très différentes sur le papier et qui donne en réalité des images aussi bien pour les voyants que pour les non-voyants. C'est très agréable. On reste ensemble, on continue à parler justement de cette journée mondiale du braille sur Europe 1. Il est 13h19. Europe 1. D'autres associations existent depuis très longtemps sur le secteur du braille. Vous allez voir que le braille en numérique, ça n'est pas qu'une idée, c'est possible aujourd'hui. 12h30, 14h. La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
TF1. Événement. Lundi, Infidèle, une création TF1. Emma Sandrelli a tout pour être heureuse. Une belle vie, un mari parfait. Pourquoi tu veux qu'il te trompe? Il est dingue de toi, ce mec. Je le sens. Connaît-elle vraiment celui qui partage sa vie? Inédit, Infidèle, avec Claire Kem et Jonathan Zakaï. Lundi, 21h sur TF1. En association avec Europe 1. J'aime ma cure thermale à Lamalou-les-Bains. Pour soigner mon Parkinson, les massages m'apaisent, la sophrologie me détend. Je reprends le contrôle de mon corps, accompagné par le doux climat du Languedoc. Soulagez vos douleurs, réduisez vos médicaments, retrouvez votre sérénité. Prenez un nouveau départ à Lamalou-les-Bains. Chaîne thermale du soleil, agit naturellement pour votre santé. Interrogez votre médecin et appelez au 01 88 32 10 13 ou chaînethermale.fr. Le 4 janvier, c'est la journée mondiale du braille. Aujourd'hui, la France bouge avec vos invités, Raphaël Duchemin. Nous découvrons les innovations pour les non-voyants. À l'occasion de cette journée mondiale, vous pouvez réagir et vous êtes nombreux à poser des questions au 39 21, le standard d'Europe 1. Et sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, vos questions aux invités de Raphaël Duchemin, c'est avec le hashtag Europe 1. Avec le coach du jour, Thomas Hurier, fondateur de la marque de jeans 1083, et ma complice, Elisabeth Assayag, qui est là, évidemment. Aider les non-voyants dans leur quotidien, c'est le but de l'association Valentin à Huy. Cela fait 130 ans, oui, 130 ans qu'elle existe, et aujourd'hui, elle est résolument tournée vers la modernité. Bonjour Manuel Pereira. Bonjour Raphaël, bonjour à tous, meilleurs vœux également. Meilleurs vœux, merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes responsable du pôle accessibilité numérique de cette association. Ça fait 2 ans, je crois, que vous développez un projet qui s'appelle Robot Reader. C'est un boîtier qui transcrit le braille papier en braille numérique, c'est ça? Alors en fait, le projet s'appelle l'Orbit Reader. Et c'est un projet qui a été initié en 2012 par une dizaine d'associations mondiales, parmi lesquelles l'association Valentin à Huy, avec comme objectif final de produire un appareil à un prix abordable pour faciliter la transition du braille papier vers le braille numérique. Alors vous voyez, moi j'avais tout de suite mis un robot dans l'histoire. C'est Orbit Reader, pourquoi ce mot ? C'est un choix qui a été fait par les associations qui font partie du groupement. Je ne pourrais vous dire pourquoi, parce que je n'étais pas là à l'époque. Bon. Mais Reader, parce que c'est une liseuse avant tout. C'est une liseuse braille, et c'est une liseuse à un prix, à un coût abordable en fait. Alors, comment ça marche, ce boîtier qui transcrit? Racontez-moi comment ça fonctionne. Alors, c'est un boîtier qui permet d'afficher une ligne de 20 caractères et qui permet de stocker sur une carte mémoire des livres. On peut transporter sa bibliothèque avec soi. Oui, je crois que vous l'avez avec vous. Est-ce que vous pouvez, par exemple, nous faire une petite démonstration, nous expliquer comment ça marche en direct? Alors, en fait, l'appareil, donc vous n'allez pas forcément entendre, puisqu'en fait, ce sont des cellules, donc c'est des picots qui bougent en fonction du défilement de la plage. Oui, on les entend. Voilà, et donc ces picots, ils affichent une ligne de 20 caractères et ils permettent à la personne déficiente visuelle de lire un livre comme n'importe qui en faisant défiler de façon séquentielle les lignes les unes après les autres pour pouvoir lire son ouvrage comme tout le monde. Vous êtes vous-même ce qu'on appelle un brailliste, puisque c'est le mot qu'on emploie. Vous êtes non-voyant depuis votre naissance, Manuel? C'est ça, moi je suis non-voyant de naissance et je suis un brailliste de naissance quasiment, on va dire. Et donc forcément, c'est un appareil qui est intéressant parce que, outre le fait de pouvoir me permettre de me promener avec ma bibliothèque sur moi, je peux le connecter à mon iPhone et l'utiliser pour lire mon écran d'iPhone, pour saisir mes mails, mes textos. Je peux C'est l'autonomie, en fait. Ce boîtier, ça vous donne de l'autonomie. C'est justement, on est là dans la devise de l'association Valentin à Huy, qui est agir pour l'autonomie. Et l'objectif, c'est justement de proposer un appareil qui soit abordable pour les personnes qui souhaitent lire du braille et qui souhaitent avoir accès à un maximum d'ouvrages en braille. Ce boîtier, il est déjà commercialisé ou c'est en cours? Aujourd'hui, il est en cours de commercialisation. On a déjà. C'est pour bientôt, je crois, le lancement. Ouais, le lancement est prévu pour le premier trimestre de 2019, pour mars.
Et le prix sera de moins de 600 €. Donc c'est quand même assez intéressant. Et on l'a fait tester par une trentaine de personnes déjà qui l'ont utilisé et qui nous ont fait des retours de sorte à l'améliorer. Et aujourd'hui, on est sur un produit qui est parfaitement fiable et définitif. Ouais, c'est quelque chose qui a déjà été livré, une cinquantaine, je crois, déjà livré, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Le coach, Thomas? Oui, je me demandais si avec les progrès de la technique et la reconnaissance de caractère avec l'intelligence artificielle, il était envisageable d'avoir un jour un appareil photo au dos de cette machine qui puisse permettre de reconnaître les caractères et de les afficher en braille directement au-dessus. On peut déjà le faire avec l'iPhone ou avec un téléphone portable, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser l'objectif de votre iPhone avec un logiciel qui est chargé dans l'iPhone, faire photographier un document, le passer, donc le document va être automatiquement passé dans ce qu'on appelle un logiciel de reconnaissance de caractère, et vous allez avoir immédiatement une restitution en braille de ce que vous avez photographié. Et dites-moi, comment est-ce que les informations arrivent dans votre boîtier? Les informations, elles arrivent par le biais du téléchargement sur la carte SD de fichiers, et qui ensuite, une fois la carte SD insérée dans l'appareil, vont pouvoir être restituées grâce à un logiciel interne à l'appareil. C'est, et vous le disiez, un projet international. Ça veut dire que c'est aussi la force des associations, quand elles se liguent, qui arrivent à donner justement un projet efficace, pertinent pour tous. Oui, c'est très important parce que ce projet-là, aujourd'hui, il a été initié avec la volonté de faire en sorte que non seulement dans les pays dits développés, les gens puissent accéder à un appareil à un prix abordable et qu'on puisse de la sorte vulgariser le braille, ce qui est très important, mais aussi permettre aux personnes aveugles dans les pays émergents de pouvoir accéder au braille numérique grâce à cet appareil. Je voudrais juste qu'on signale aussi une appli, Elisabeth, qui rend la vie plus facile en ville pour les personnes malvoyantes. Oui, pour les rendre plus autonomes, hein, ça va dans la lignée de votre association. Ça s'appelle Connect Things, qui a lancé un programme pour fournir en temps réel les horaires de bus, les alertes de service aux voyageurs malvoyants. On reste ensemble, on continue à parler de cette journée mondiale du braille et des innovations françaises, bien sûr. Il est 13h27. Europe 1. Et pourquoi pas une imprimante en braille aussi? L'idée fait son chemin. Vous allez voir, ce sont des étudiants cette fois qui l'ont développé. C'était en tout cas leur projet de terminale. Et ensuite, on débat avec vous et avec nos invités. Europe 1. Attention, auditeurs, auditrices. Écoutez bien Europe 1. Dès que vous entendez une fausse pub, prévenez-nous. Et toute cette semaine, si vous êtes tiré au sort, vous pourrez gagner l'Apple Watch série 4. Alors repérez la fausse pub et envoyez pub au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS. 3 SMS pour jouer ou appelez le 39 21, 50 centimes la minute. Bonne chance. Leclerc. Le pouvoir d'achat, on en a tous besoin. C'est important, on vit avec, tous les jours. C'est fragile, le pouvoir d'achat, difficile à maîtriser même. Le pouvoir d'achat, tout le monde en parle. Mais quand il s'agit de le défendre, alors là. Heureusement, on peut compter sur Leclerc. En 2019, Leclerc baisse les prix de 4600 produits marque repère, hors produits agricoles bien sûr. Chez Leclerc, pour défendre le pouvoir d'achat, on ne baisse jamais les bras, mais on baisse les prix. Plus d'informations sur marquerepère.com. Le tri des déchets innove. Le bac jaune? Ça, vous le savez déjà. Carton, papier, métal, plastique propre et petit électroménager. Le bac blanc? Facile. Bouteilles, bocaux et flacons en verre vide. Le bac vert? Ça, c'est ce qui reste après avoir fait le tri des déchets. Et non, de nouveaux containers vont être distribués par vos communes. Désormais, pour le mobilier et le gros électroménager, il y aura le gros bac rouge. Le linge de maison. Le bac orange. Les ampoules, les piles. Le micro-bac violet tirant sur le mauve. Les produits dangereux. Le bac à rayures terre de sienne. Le tri des déchets innove. Simplifions-nous la vie. Innovons avec lui. Aujourd'hui, le 4 janvier, c'est la journée mondiale du braille. À cette occasion, Raphaël Duchemin, vous avez invité ceux qui innovent en France pour les non-voyants et nous découvrons toutes ces innovations aujourd'hui. Vous pouvez participer à cette émission si vous avez des questions et il y en a déjà sur Twitter avec le hashtag Europe 1. N'hésitez pas, c'est maintenant que vous pouvez les poser également au 39 21, c'est le standard d'Europe 1, Raphaël. Avec Elisabeth Assayag, Thomas Hurier, notre coach aujourd'hui, et nos invités Damien Mauduit, cofondateur d'Inside Vision, une tablette en braille, Adeline Coursan, directeur
directrice de l'association, le centre de transcription en braille, le CTEB à Toulouse. Emmanuel Pereira, responsable du pôle accessibilité numérique de l'association Valentin Haüy, en charge notamment du projet international Orbit Reader, le boîtier qui transcrit le braille papier en braille numérique. Alors, il n'y a pas d'âge, vous allez voir, pour avoir des bonnes idées. Le projet dont on va parler en est la démonstration, si j'ose dire. Bonjour Bastien Bussière. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes étudiant, vous êtes en prépa à Saint-Étienne. Et alors, l'année dernière, quand vous étiez en terminale, vous avez imaginé avec d'autres élèves une imprimante en braille. Comment vous est venue l'idée ? Alors, l'idée, elle nous est venue parce qu'on était en terminale sciences de l'ingénieur. Oui. Et donc, on utilise beaucoup les ordinateurs. Et on s'est demandé justement comment les non-voyants pouvaient utiliser l'ordinateur et avoir des traces écrites de ce qu'ils avaient fait. Et alors, comment est-ce que vous avez fait pour développer votre produit ? Donc, on a d'abord fait des tests et comme des modélisations, des modèles parfaits de ce qui pouvait se passer. On a fait des expérimentations et testé plusieurs matériaux pour avoir le meilleur produit possible. Et ensuite, on l'a construit et on a fait les tests et réussi à produire du braille. Oui, vous avez même gagné le concours C'est Génial, concours scientifique. Votre machine, vous dites, elle coûte 10 fois moins cher qu'une imprimante industrielle, mais elle est beaucoup plus longue aussi à imprimer. C'est une page en 15 minutes, c'est ça ? C'est ça. Alors, le meilleur qu'on a réussi à faire, c'était une page en 15 minutes, contre une page en une fraction de seconde pour des imprimantes industrielles. Oui, Adeline Courson vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Oui, mais le point fort de l'imprimante, c'est qu'aussi elle était beaucoup moins chère parce que pour avoir une imprimante d'une bonne qualité sur le marché, il faut au minimum dépenser 3 000 €, alors que nous, on a mis 250 € de coût de production. Ah oui, donc ça veut dire que ça peut s'adresser aujourd'hui à un particulier. Voilà, c'est ça. On avait pensé, parce qu'on a rencontré une école pour non-voyants et malvoyants, qui, eux, n'avaient pas d'imprimante parce que ça coûtait beaucoup trop cher. Et ils nous ont pris qu'il était possible de sacrifier un peu le temps d'impression si le coût était moindre. Alors aujourd'hui, vous en êtes où justement ? Parce que vous êtes en prépa, l'idée elle est très bonne. Vous êtes en pause, je crois, pour l'instant sur ce projet. C'est ça. Alors on était 4 sur le projet et on est tous les 4 en prépa, donc sur Lyon, Saint-Étienne ou Paris. Et donc on a mis le projet en pause pour les 2 ans de prépa minimum et on ne sait pas encore trop ce qu'on fera après. On verra. Alors, qui a envie de réagir ? Damien Mauduit, Adeline Courson, c'est quelque chose qui va dans le bon sens en tout cas. Ah oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, s'il y a besoin de conseils, ou même je serais ravie de vous accueillir à Toulouse pour vous montrer un petit peu toutes nos imprimantes, qu'elles soient des embosseuses de bureau ou des embosseuses industrielles, si ça peut vous aider aussi à comprendre certains mécanismes. Oui, il y a peut-être des choses à faire, Damien Mauduit, avec il y a sûrement des choses à faire. Avec déjà, Bastien. Sur la vitesse d'impression, je pense que c'est quelque chose qu'on peut tout à fait améliorer et je serais agréablement surpris de voir leur innovation parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser à ce niveau-là. Donc très intéressé. Manuel Pereira, vous aimeriez avoir à la maison une imprimante comme celle-là ? Comme tout un chacun, je pense, à partir du moment où on est sur des prix tels qu'ils sont indiqués, c'est intéressant pour le particulier, c'est clair. Bon, Bastien, vous gardez contact avec nos invités et puis on va faire en sorte que ce projet devienne réalité. Oui. Vous êtes d'accord ? Il faut poursuivre. Oui, pas de problème. Il faut poursuivre. Vous voyez, vous avez nos encouragements en tout cas. Merci beaucoup Bastien d'avoir été en ligne avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Je crois qu'on a pas mal de questions, Anissa. Oui, on a des questions sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et notamment Eric qui demande à vos invités, Raphaël, si toutes les langues ont leur braille. Ah, bonne question. Qui veut répondre ? Alors, le braille n'est pas une langue. Voilà, c'est simplement un système d'écriture. Donc, le code braille, un A, que ce soit en français ou en anglais, le A aura le même caractère. Voilà. Il ne sera pas forcément positionné au même endroit pour décrire. Exactement dans l'ordre d'un mot classique, qu'il soit en anglais, en français, en espagnol. Sophie également nous demande, suite à l'interview de Damien Mauduit, qui est cofondateur d'Inside Vision, pourquoi il n'est pas encore obligatoire que les sites internet, notamment ceux du gouvernement comme Impôts, Sécu ou CAF, soient équipés pour les non-voyants. Ah, Damien. Il faut demander au gouvernement. Manuel, c'est une bonne remarque. Il y a une loi. Normalement, les sites publics sont censés être accessibles. Il y a une loi qui est la loi sur le handicap qui date de 2005. Il y a même un référentiel qui s'appelle le référentiel général d'accessibilité pour les administrations qui existe et qui, normalement, devrait faire en sorte que les sites publics soient accessibles à tous.
malheureusement, les administrations et l'État s'est beaucoup affranchi de ses obligations et jusqu'à présent n'a pas respecté la loi telle qu'elle existe. Et aujourd'hui, les associations et d'autres se battent précisément pour que cette situation change et qu'on ait de plus en plus de sites accessibles. Donc il y a eu des lois qui sont intervenues récemment, qui ont ajouté des obligations avec des amendes qui sont prévues. Reste à voir si ça sera suffisamment incitatif pour que les administrations rendent leur site accessible. Actuellement, pour vous donner des statistiques, moins de 15% des sites des administrations publiques françaises sont accessibles. 15%, moins de 15%. Oui, ça fait pas beaucoup. Et il y a des pays où c'est obligatoire. Alors, il y a des pays où, oui, si on prend le territoire américain, par exemple, où là, il y a les amendes sont telles et les attaques... Que c'est dissuasif. Voilà, c'est dissuasif. Donc, que ce soit la NFB ou l'AFB ou l'APH, font vraiment leur forcing pour que tous les sites, donc là, c'est les grosses associations américaines, pour que tous les sites soient accessibles. Et si vous regardez d'ailleurs le site juste de Microsoft ou les sites grand public, sont complètement accessibles, eux. Thomas, le coach. Oui, je pense qu'en plus de ces pressions des associations et des non-voyants, pour que tout le monde s'y mette, je pense que toutes les initiatives qui permettront aux voyants de comprendre le contexte des non-voyants, et c'est pour ça que je trouve la tablette intéressante en ce sens, et c'est pour ça que je vous interrogeais sur les artistes en braille, permettront à nous voyants de comprendre finalement ce que les non-voyants vivent, et du coup nous inciteront à faire l'effort de s'intéresser, parce que c'est pas forcément plus compliqué, mais c'est juste qu'il faut s'y intéresser. C'est même plus que ça, ce n'est pas compliqué et ça ne dénature pas votre site web. C'est-à-dire que souvent il y a la peur de « oh, je vais faire un site accessible pour les aveugles, il va être moche ». Non, on peut faire du beau tout en faisant de l'accessible. Adeline ? Je pense aussi qu'on devrait sensibiliser les étudiants en informatique qui seront les futurs créateurs de sites web de demain. Sûr. Donc c'est aussi par là que ça doit passer. Je crois qu'on a un appel au 3921. Denis, qui est à Paris. Merci Denis d'être avec nous. Bonjour. Bonjour à vous et bonne année à tous. Meilleurs vœux également. Denis, vous êtes aveugle depuis l'âge de 4 ans et vous dites « L'évolution de l'accessibilité vocale sur le système Android a été pour moi une vraie révolution ». Alors, effectivement, en cette journée un peu mondiale du braille, moi je ne suis... alors je précise que je ne suis pas ni marchand ni développeur, mais que j'essaye de vivre et qu'à ce titre j'utilise, si vous voulez, les moyens du bord au jour le jour. Bien que je sois un brailliste effectivement confirmé, dans ma vie quotidienne, ce qui la transforme véritablement, c'est effectivement l'évolution des équipements portables, téléphones portables. Alors Manuel Pereira parlait d'iPhone. L'iPhone c'est Apple, mais sous Android, moi j'ai un Samsung. Mais voilà, sous Tollback ou Voice Assistant, toutes les applications maintenant, de très gros efforts ont été faits pour les rendre, je dirais, vocalisées et donc accessibles. Donc vous dites finalement aujourd'hui, le braille, vous le délaissez un peu dans votre vie quotidienne au profit de tout ce qui est vocal ? Je le délaisse, c'est-à-dire que si on devait me traduire en braille les bouquins d'Harry Potter, je pense il faudrait que j'ai un autre appartement. Un des premiers inconvénients du braille, si vous voulez, c'est son volume, c'est la place que ça occupe. C'est donc un frein. Un deuxième écueil pour moi, si vous voulez, c'est... vous avez la liseuse de Manuel du maintenant. menu en braille dans un restaurant. C'est très très bien, le menu en braille, mais s'il est en abrégé pour des questions de volume, toutes les personnes aveugles ne connaissent pas nécessairement le braille parce qu'une grande partie de la population atteinte de cécité aujourd'hui n'est pas comme moi-même ou M. Pereira des aveugles de naissance, mais des aveugles tardifs. Progrès de la médecine oblige. Et donc beaucoup de gens ne connaissent plus le braille. C'est sans doute très dommage. Mais l'avantage dans un restaurant d'avoir un menu qui serait effectivement envoyé par système Bluetooth directement sur son portable, c'est que c'est lu beaucoup plus rapidement et il suffit de cliquer sur l'endroit qui vous intéresse pour en avoir le prix ou éventuellement valider la commande. Oui, d'où l'intérêt du braille numérique dont parlait tout à l'heure Manuel Pereira avec le boîtier qu'il a amené ici à Europe 1.
Alors c'est effectivement un boîtier qui peut servir effectivement de terminal et qui se connecte aussi effectivement à un téléphone. Mais mon téléphone ici que vous allez pouvoir entendre. Jardin de Bagatelle à KM, les jardins botaniques de la ville de Paris vous propose un compagnon. Voilà, je vous laisse entendre quelques secondes. Il s'agit, j'en ai parlé effectivement, des sites rendus accessibles en termes d'autonomie en utilisant ces systèmes, je dirais, innovants et portables que sont nos téléphones, qu'ils soient iPhone ou pas, d'ailleurs, développés par AudioSpot. Ils sont en train de le mettre en place par un système de balisage sur des balises Bluetooth que votre téléphone reçoit et vous indique où est la porte d'entrée. Puis chaque fois que vous faites un certain nombre de mètres dans l'établissement, ça vous indique, ça vous donne un certain nombre d'informations qui vous permettent effectivement de faire un choix. Et en fonction de ce choix, vous recevez d'autres informations pour vous dire, effectivement, allez à gauche et vous trouverez le bureau du maire à la troisième porte à droite. On a bien compris, Denis, on a bien compris. Merci beaucoup de nous avoir appelés aujourd'hui au 3921 sur Europe 1. Merci à tous d'avoir été avec nous pour cette journée mondiale du braille. Damien Mauduit pour Inside Vision, Adeline Coursan, directrice du Centre de transcription en braille, Emmanuel Pereira, responsable du pôle accessibilité numérique de l'association Valentin A8. Merci d'avoir été en direct avec nous. Je n'oublie pas non plus Bastien Bussière qui était au téléphone avec nous sur Europe 1. Il est 13h41. Europe 1. C'est elle qui a inventé l'agenda 1954. S'il vous plaît, Covadis est aujourd'hui l'entreprise qui va bien. Merci. Europe 1. 12h30, 14h. Votre rendez-vous info de la mi-journée avec Raphaël Duchemin sur Europe 1. 2019 démarre très fort chez Géant. Cette année, faites vos courses comme vous voulez et payez plus tard avec votre carte bancaire. Grâce au paiement différé ou au paiement en 4 fois, faites-vous plaisir et ne ratez aucune bonne affaire. En plus, ce service est gratuit et accessible en 5 minutes sur l'appli Casino Max. 2019, une bonne année pour les bons plans chez Géant. Voir conditions et détails de l'offre sur l'appli Casino Max. Père Noël, j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que grâce à vous, Chin Chin Spécial Fête, c'est toujours un succès phénoménal. Alors félicitations. La moins bonne pour vous, c'est qu'on recommence cette année. Allez, on y va. Chin Chin Spécial Fête, c'est 2 paires de lunettes de plus pour 1 € de plus jusqu'au 15 janvier. Il me rend fou, Staff Lelou. Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. Conforama, le confort pour tous. À ceux qui aiment tout faire, de l'entrée au dessert. Nous, on propose 50 € de remise immédiate tous les 150 € d'achat sur les cuisines. De quoi satisfaire les papilles et le budget. Conforama, jusqu'au 11 février, conditions en magasin et sur conforama.fr. La France bouge sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h et tous les jours, Raphaël Duchemin, vous nous présentez une entreprise française qui va bien. Celle d'aujourd'hui nous accompagne tous les jours de l'année. Cette entreprise nous aide aussi à nous repérer dans le temps, à préparer notre emploi du temps du quotidien. Nous organiser. Oui, c'est Covadis. Bonjour Jérôme Nuss. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Covadis qui appartient depuis 1999 au groupe Clairefontaine Hexaconta que votre famille dirige. Covadis, c'est une très belle histoire, hein, on peut le dire, parce que c'est le docteur Beltrami, un Marseillais, qui va imaginer un agenda ou plutôt un tampon encreur au départ. Exactement, c'est une fabuleuse histoire au départ. Juste après-guerre, il cherchait un outil pour pouvoir s'organiser, pour avoir une vision de la semaine synthétique et efficace. Donc il a l'idée, comme ça n'existait pas, il n'y avait que des organisations 1 jour à la page ou 2 jours à la page, de créer un tampon encreur et de tamponner chaque semaine ces feuilles avec ces tampons et d'avoir ces jours avec des petites cases, avec des petites cases à l'intérieur pour avoir les choses à faire, les choses à travailler, à téléphoner, faxer. C'est comme ça qu'est née effectivement l'invention de Covadis. Ouais, il vient d'imaginer l'agenda, il ne le sait pas encore. Et alors, à ce moment-là, il cherche une marque en même temps, dès 1952. Il tombe sur Covadis, qui est en vente. Il Exactement. Rachète. Covadis, c'était donc les éditions Covadis. Je pense que le contenu portait pas sur l'agenda. Non. Mais effectivement, je pense que c'était un signe des temps, puisque Covadis veut dire où vas-tu. Et pour ces agendas, pour
la destinée des agendas, effectivement, ça collait bien. Donc c'est comme ça qu'en 1954 qu'est née l'histoire de Covadis. Alors il ferme son cabinet ORL, parce qu'il est ORL au départ, et il démarre une aventure, une vie d'entrepreneur. Le berceau aujourd'hui de Covadis, c'est pas du tout Marseille, c'est la région nantaise, du côté de Carquefou, dont on a beaucoup parlé en Coupe de France. Il a commencé à Marseille, mais effectivement c'était compliqué de trouver des locaux à la hauteur du développement de Covadis. Dans les années 70, effectivement, il s'est dirigé vers Nantes, et à Carquefou précisément, pour installer sa belle usine qui fait maintenant plus de 20 000 m². C'est important l'ancrage régional. C'est très important. C'est en plus situé vers l'ouest, donc l'ouverture vers les autres continents pour pouvoir se développer et envoyer des éditions dans tous les autres pays. Et effectivement, c'est là où est Covadis depuis plus de 40 ans et le sera encore longtemps. L'ancrage régional, ça parle à notre coach, Thomas Hurier. Oui, complètement. C'est génial de voir que c'est fabriqué en France. J'ai apprécié aussi le fait que c'était certifié Origine France Garantie. Exactement. Et ça, c'est important parce que ça permet aux consommateurs de débusquer le vrai du faux, de faire la différence entre un drapeau bleu, blanc, rouge qu'il est facile de mettre sur un produit et un produit labellisé Origine France Garantie pour lequel il est nécessaire de se faire certifier par un organisme indépendant. Et donc je voulais saluer cette démarche-là parce que je trouve ça vraiment chouette. Oui, parce que ça signifie, on le précise, Origine France Garantie, qu'il y a au moins 50% du produit qui est acheté qui est qui vient véritablement de France. C'est ça, Thomas. Oui, complètement, c'est ça, et c'est validé par un organisme certificateur qui est indépendant. Et même plus loin, je dirais que les matières premières ont été achetées en France aussi et transformées en France. Alors le marché, il s'est bien porté, même très bien porté, jusqu'aux années 2010. C'est assez récent. Ça décroît parce que tout simplement, aujourd'hui, on a tous un iPhone, un smartphone ou autre, ou, quelle que soit la marque en main pour organiser notre emploi du temps. Comment est-ce que vous avez commencé à contrer ce mouvement-là? Exactement. Jusqu'au début des années 2000, l'outil papier était quand même indispensable. Covadis a continué de se développer un peu en se diversifiant, en créant des produits complémentaires. Mais à partir de la crise économique et donc de 2010, on voit une érosion de 3 à 5% tous les ans de l'agenda papier. Le numérique est venu prendre sa place naturelle maintenant, parce que le partage de calendrier, le fait d'envoyer des rendez-vous, sur le numérique, c'est quand même beaucoup plus rapide et efficace. Mais le papier, effectivement, a deux avantages, parce que le papier est un vecteur d'émotion, et c'est sensuel, ça permet de se construire, d'écrire qui on est, de garder des traces de son histoire, alors que le numérique est froid et au bout d'un an il disparaît à la limite. Donc c'est vrai qu'il y a une complémentarité de plus en plus du papier par rapport au numérique, et ils sont plus en confrontation. Et du coup, la réponse, c'est l'agenda que j'ai à la main, le Life Journal, c'est-à-dire que c'est nous qui aujourd'hui allons le personnaliser, le faire à notre image. Exactement, c'est une des réponses qui est née avec l'arrivée du numérique et en fait le contrebalancement du papier. De nouvelles niches qui arrivent, les gens ont besoin de se construire, et la méthode du bullet journal, c'est comment je crée ma vie, comment je m'organise, je crée mon agenda, je me fixe des objectifs et je rends en plus l'outil très ludique, très récréatif. On est dans le loisir créatif et c'est un nouveau domaine qui est arrivé effectivement il y a 10 ans. Qui est très intéressant. Vous restez quand même numéro 1 mondial, dites-moi. Numéro mondial, je ne sais pas, mais en tout cas, on est très connu en France et en Europe, et on est très content. On essaie d'accompagner. Vous éditez en langue étrangère, 80 pays quand même? Oui, on a plus de 12 éditions différentes. On essaie de satisfaire au maximum tous les besoins. Les besoins sont de plus en plus multiples. Il faut effectivement de plus en plus avoir un contenu spécifique pour des activités libérales spécifiques. Pour des personnes qui, en fin de vie, ont des problèmes de vue, par exemple. Alors, ça n'a rien à voir avec, effectivement, les non-voyants, mais effectivement, il y a des demandes pour faire des produits bien spécifiques, bien plus précis, bien plus adaptés à ces critères-là. Donc, c'est vrai qu'on travaille là-dessus. Thomas ? Vous parlez d'expérience client avec le papier par rapport au smartphone. Est-ce qu'avec ce tampon, il n'y a pas quelque chose à recréer aussi? Parce que c'est quand même incroyable de tamponner une feuille de papier pour écrire des choses dessus. Est-ce qu'il n'y a pas un truc encore plus expérientiel à explorer avec un retour aux sources de l'histoire de la marque Covadis? Oui, alors je ne sais pas si recréer, donner la possibilité aux gens de créer un tampon soi-même et de placarder une feuille toutes les semaines, c'est peut-être la solution, mais pourquoi pas? Mais c'est vrai que les gens maintenant veulent créer leur agenda eux-mêmes. Et effectivement, on a lancé un service de personnalisation en ligne qui s'appelle Covadis Factory, qui permet aux personnes de créer un agenda
presque à 100% en définissant leur date de départ, en définissant les cours d'impression, les grilles, les horaires dans les plages. On arrive à une vraie personnalisation et les gens sont très demandeurs de ça parce qu'ils ont des vues multiples différentes. Et oui, Elisabeth dit j'adore, effectivement. Ah oui, moi je suis fan des agendas papier. Et je ne me sers jamais d'agenda numérique. Et oui, ça reste. Et on peut aussi, quand on a oublié, on peut retourner dans les agendas si on les a gardés dans un tiroir, trouver des choses. C'est assez amusant. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Covadis. Jérôme Nuss, c'est l'entreprise qui va bien. Merci aujourd'hui. Il est 13h49. Europe 1. Vous voulez mieux manger et faire du sur-mesure? Là aussi, la solution, c'est Foodvisor, un coach qui vous aide. Et c'est sur Europe 1. À tout de suite. Europe 1. Bonjour, c'est Bernard Poirette. J'ai le plaisir de vous retrouver chaque samedi et dimanche matin de 6h à 9h. 3 heures d'actu et de bonne humeur pour votre matinale info week-end. On va se régaler. Bernard Poirette, votre matinale info du week-end. À demain, dès 6h sur Europe 1. Intermarché vous propose d'écouter le prix du week-end. Papa? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi les mandarins, ils sont chinois alors que les mandarines, elles sont espagnoles? Aujourd'hui, le filet de 2 kg de mandarines Mon Marché Plaisir est à seulement 1,49 € et c'est jusqu'à dimanche dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Soit 75 centimes le kilo. Variété Clément Villain, calibre 2-3, catégorie 1, origine Espagne. La France bouge sur Europe 1, la France innove, la France avance et on vous en parle tous les jours jusqu'à 14h et tous les jours juste avant 14h. Raphaël Duchemin, vous nous proposez la solution du jour. Celle d'aujourd'hui va nous aider à tenir l'une de nos bonnes résolutions. On termine cette semaine des solutions effectivement autour de nos bonnes résolutions. Et aujourd'hui, Elisabeth, vous avez trouvé l'appli qui va nous permettre de mettre en place un programme détox, surtout en cette fin de période de fête. Repartir du bon pied, vous souhaitez manger mieux, adopter un mode de vie plus écologique. Et oui, imaginez l'assiette de votre dîner de ce soir. Tiens, à partir d'une simple photo ou du code barre d'un produit, vous allez obtenir les informations nutritionnelles de votre repas. Comment ? Eh bien, grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle. Une fois tous les éléments de l'assiette identifiés, l'appli estime le nombre de calories présentes dans l'assiette. Elle précise la quantité de lipides, de fibres, de protéines, de glucides dans une fiche nutritionnelle. Tous vos repas sont sauvegardés dans un journal de bord. Vous avez le choix entre plusieurs programmes. Si vous voulez perdre du poids, manger sainement, sans gluten, végétarien. Et ça tombe bien parce que l'appli vient d'intégrer un nouvel accompagnement, la détox. Alors, le PDG de Foodvisor est avec nous. J'espère que je ne vais pas écorcher votre nom. Bonjour Charles Boss. C'était Charles Boès, presque. Boès, alors voilà. J'avais une chance sur deux, hein, vous voyez. Oui. On l'a compris, une appli complète autour de l'alimentation. Votre plus par rapport aux autres, c'est quoi? Les algorithmes? Tout à fait, ouais. C'est les algorithmes. On a développé vraiment une technologie de pointe pendant presque 3 ans maintenant, qui nous permet de reconnaître chaque aliment présent dans l'assiette, d'en évaluer les quantités et ensuite de vous donner les informations nutritionnelles. Et ça permet de simplifier énormément en fait le quotidien des gens qui suivent leur alimentation au quotidien, parce que actuellement on le faisait manuellement. Et là, ce qu'on permet de le faire, c'est de le faire instantanément grâce à la photo. Alors, vous avez plus d'une dizaine de salariés dans votre entreprise, ainsi que des diététiciens. C'est quoi le travail au quotidien chez vous? C'est quoi? On prend une carotte, on compte le nombre de calories. C'est quoi? Ça ressemble à quoi pour préparer cette appli? Alors il y a plusieurs équipes chez Foodvisor. Il y a une équipe d'abord qui travaille sur la technologie, donc au quotidien des chercheurs qui vont essayer de développer des algorithmes. Alors ils vont pas jusqu'à prendre en photo des carottes. On a la chance justement d'avoir la communauté d'utilisateurs qui contribuent chaque jour en prenant en photo leur repas. Donc c'est collaboratif. Je vous envoie la photo de mon steak frites et c'est vous qui allez analyser. Exact. Ah, alors, bravo, vous ne mangez pas de steak frites, Elisabeth. Mince. Donc une petite salade de saison par exemple. Oui, pardon, je voulais dire le chou à la vapeur. Donc voilà, quand vous prenez en photo votre chou, nous, ça nous permet ensuite d'améliorer la reconnaissance des choux pour tout le monde qui utilise l'application. Donc ça, c'est la première partie de l'équipe. Il y a aussi une partie qui va travailler sur le produit, sur le fait d'améliorer l'expérience utilisateur au quotidien. Donc des développeurs, également ce qu'on appelle des product managers. Et enfin, une équipe marketing qui va s'occuper justement de répondre aux attentes également des utilisateurs. Quels sont les retours concrets que vous avez de ce programme? Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à évaluer les effets?
Alors, effectivement, maintenant, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a de plus en plus de retours assez géniaux d'utilisateurs qui ont réussi à atteindre leurs objectifs. Donc, c'est souvent des objectifs qui sont liés à soit adapter une alimentation un peu plus saine, soit ça va être tout simplement perdre du poids, perdre les quelques kilos qu'on a en trop. Et on a été, je pense, les premiers bluffés par le fait que ça a vraiment permis à énormément de gens de complètement changer leur alimentation et changer leur vie. Ah oui. Donc on a de plus en plus de retours d'utilisateurs qui viennent nous voir et qui nous disent vous avez littéralement changé ma vie, et ça c'est quelque chose qui nous conforte énormément dans le travail qu'on fait au quotidien. Le coach ? Oui, j'avais une question entrepreneuriale sur votre modèle économique. Comment vous gagnez de l'argent ? Est-ce que c'est par exemple les statistiques des calories de vos consommateurs que vous revendez à des annonceurs, ou est-ce qu'il y a un service gratuit, un service payant qui permet d'avoir un service différent en fonction de ce que l'on paye ? Comment ça marche ? Alors c'est la deuxième option. Donc la première, on fait absolument pas ça. Donc on revend rien à aucun tiers. Ce qu'on propose simplement, c'est en fait d'aller plus loin dans l'expérience en proposant des fonctionnalités qui vont être payantes. Donc à savoir pouvoir discuter avec un diététicien, avec notre nutritionniste qui est en interne via un chat, pour avoir des bilans journaliers, des recettes et puis des programmes alimentaires un peu spéciaux comme celui que... Du sur-mesure, quoi. Voilà, du sur-mesure qui va être payant via un abonnement entre 4,99 et 9,99 par mois. Alors, vous avez récemment levé 1 million d'euros auprès de Kimat Ventures, le fonds d'investissement lancé par Xavier Niel. Dans quoi, justement, allez-vous investir maintenant ? Parce qu'on a l'impression que tout est prêt, là, tout est complet. Il y a toujours énormément de boulot. Déjà, investir dans l'amélioration de l'expérience. Ça peut paraître bête, mais il y a énormément de petits détails qui vont prendre un peu de temps à identifier comment est-ce que l'utilisateur va se comporter dans notre application, comment est-ce qu'il va l'utiliser, où est-ce qu'il va y avoir des frictions, où est-ce qu'il va en fait pas comprendre le service. Et tout ça, ça va s'améliorer progressivement. Donc ça, c'est une des grosses parties de notre travail au quotidien. Après, il y a l'amélioration de la techno. Donc, il va aussi donc passer c'est surtout par, dans la technique, ça va pas être du côté de la qualité des diététiciens, du conseil personnalisé, c'est davantage dans la technologie. Alors en fait la techno chez nous ça veut tout et rien dire, mais il y a plusieurs parties. Effectivement il y a la partie reconnaissance d'image qui fait partie de la techno, et puis il y a la partie adaptation via l'intelligence artificielle des régimes aux consommations de l'utilisateur. Et justement, vous parlez reconnaissance de l'image. Question de notre réalisateur Thomas Caillé qui est de l'autre côté de la vitre et qui me dit mais on fait comment quand on prend notre assiette de chou vapeur là en photo pour savoir la quantité qu'il y a à l'intérieur ? Alors ça c'est justement la technologie Foodvisor qui est assez unique. En fait on va dans un premier temps identifier chaque aliment. On va identifier en fait la taille qu'il fait dans l'assiette. Puis ensuite, entre la distance entre le téléphone et votre assiette, on va calculer l'échelle. Donc c'est comme ça qu'on va mettre des trucs faux. Vos informations nutritionnelles. Les frites comme on veut. Oui, Thomas, coup, la dernière question. Est-ce que vous avez un moyen de savoir que j'ai pas pris en photo mon assiette, mais celle de ma voisine, par exemple? On ne triche pas, Thomas. Voilà, on peut pas empêcher les gens de tricher. Mais bon, voilà, on compte un peu sur vous pour travailler un peu avec Foodvisor. Ça s'appelle donc Foodvisor. C'est la solution dans notre semaine des bonnes résolutions, on a tout, pas ? Ça y est, on est au complet, il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup Thomas d'être venu aujourd'hui avec nous, parler du braille notamment et aussi de prendre quelques petites bonnes résolutions au passage. On se retrouve lundi. Lundi, vous serez peut-être de retour au travail. On va vous parler bien-être en entreprise. Rendez-vous lundi à partir de 13h sur Europe 1. C'était Raphaël Duchemin.